Bonjour à tous, je suis très ravi de venir partager avec vous ce petit moment dans ce club mythique de Delville. Euh, c'est vrai que les rencontres font des fois des bonnes surprises, mais d'abord je voulais te remercier de cette présentation en préambule de l'association Nous. Je ne m'attendais pas que tu lui montres ça dès le matin. Voilà, je suis très discret sur cette action parce que je pense que quand on veut faire des choses dans la vie sur le plan humanitaire, on le fait parce que ça nous apaise un petit peu, parce qu'on a envie de donner. J'ai créé cette association Nour qui veut dire lumière en arabe, justement pour illuminer un petit peu le destin de certains enfants. Je suis né au Maroc, dans une région qui n'est pas du tout touristique, à la frontière algérienne, où l'éducation en pâtit beaucoup. Donc quand j'ai arrêté ma carrière, j'ai créé cette association qui vient en aide à la scolarité, par le biais de cette construction de ces écoles. Alors cette vidéo, elle a 4 ans. Je suis aujourd'hui à 13 écoles construites ou rénovées, grâce à la solidarité des locaux d'abord, des autorités, plus quelques partenaires privés et surtout mes coéquipiers d'équipe de France. On est resté très solidaires parce il y a une vieille parole, on dit quand le ballon s'arrête, il reste les hommes. Donc on est solidaires de ces actions-là. Chacun amène sa pierre à l'édifice pour qu'on puisse faire avancer certaines choses. Alors c'est une petite goutte d'eau, mais je suis très fier de cette action-là. Je suis très discret là-dessus, mais en tout cas j'essaie de faire une école par an dans ces endroits retirés sur un périmètre de 400 km². Et je suis très fier d'avoir construit 13 écoles parce que ça fait quand même presque 450 enfants, filles et garçons, surtout les filles, parce que moi j'étais marqué par l'abandon des écoles des filles, enfin de la scolarité par les filles, parce que d'abord l'éloignement, l'hiver, et puis surtout sur ces endroits-là, il n'y a pas un truc banal, il n'y a pas de toilette. Et les filles, quand il n'y a pas de toilette, ils ne vont pas à l'école. C'est marrant, alors qu'un garçon peut se mettre derrière le bâtiment ou va plus loin, et ça c'était assez frappant. Donc du coup, sur ces 400 et quelques élèves, je peux vous dire que plus de 60% sont des filles. Et ça c'est quelque chose qui est assez impressionnant. Donc merci d'avoir présenté tout ça. Et puis il y a un site internet, Association-Nour, si vous voulez voir la progression. Et tous les ans, ceux qui ont contribué, on organise un voyage pour l'inauguration de cette école. Et là, vous allez voir, on voit les parents, la fierté de ces enfants d'avoir une classe et le sourire de ces enfants. Et ça, c'est quelque chose qui est primordial pour moi, pour faire avancer, parce que je pense qu'il faut savoir donner ce qu'on a reçu dans la vie. Le rugby m'a beaucoup apporté, l'éducation aussi, et je pense que si on veut éviter tous ces problèmes d'intégrisme, de récupération, d'obscurantisme, je crois que l'éducation fait partie de ces choses importantes dans la vie. Merci à vous. Absolument. Dans ce sens-là, Abdelatif, je citerai une phrase de Maria Montessori qui disait que l'école est une arme de paix. Donc je pense que ça va pleinement dans le cœur de ton association. Voilà. Il y a aussi du golf, je crois, autour de l'association, des compétitions de golf, parce que je crois qu'il y a pas mal d'amateurs de golf ici. Oui, il y a plein d'événements dans l'année pour essayer de faire un peu ce qu'on appelle le fundraising. Donc j'ai des dîners que j'organise à Paris, puis surtout un événement. J'ai un défaut, je suis golfeur. C'est la seule attraction qui me plaît après le rugby, parce que j'ai quelques séquelles, je ne peux plus courir. Donc le golf me fait un peu marcher et tout ça. Et puis on organise un événement majeur au Maroc qui s'appelle l'Oriental Legends Programme, que vous pouvez voir sur YouTube. Et d'ailleurs, tous les golfeurs professionnels et quelques sportifs de haut niveau, chefs d'entreprise et tout ça, on organise un voyage, donc on loue un avion, on part une centaine, faire ce tournoi sur 2 jours. Et la particularité de ce tournoi, c'est que ces enfants de la dernière école que je construis viennent découvrir la mer et le golf. Alors ils découvrir un petit peu, c'est à 100 km, ils n'ont jamais vu la mer. Alors quand vous voyez un enfant qui voit une route goudronnée, alors c'est marrant de parler de ça parce que le Maroc, aux yeux de tous, c'est un pays touristique, mais il y a aussi beaucoup de choses à faire. 60% des Marocains sont des ruraux. Et on passe la dernière journée avec tous ces invités, avec ces enfants-là, pour essayer de faire découvrir la mer, le sport, le golf, etc. Et donc ça, c'est un tournoi qui est primordial et qui me rapporte à peu près 70 000 euros de fonds par an pour essayer de continuer le travail. Il faudra donc vendre que 10 000 maillots pour atteindre les sommes collectées pour le golf. On va passer du côté, encore une fois, entreprise. On va parler de mots qui nous sont tous communs, en tout cas de termes. Culture du changement, situation de crise, amélioration de performance, leadership, management, etc. Sur la partie culture du changement, tu l'as vécu, enfin en tout cas le monde du rugby l'a vécu en 95, avec le passage du rugby amateur au rugby professionnel.
Alors, comment ça s'est passé? Comment vous l'avez vécu? Parce que ça a dû être un changement radical pour vous dans votre mode de fonctionnement. Oui, effectivement, tu l'as bien souligné, c'est un changement assez radical et surprenant. Alors, ceux qui connaissent un petit peu le milieu du rugby, vous savez, on a été longuement préservé en étant amateur. Ça veut dire qu'il n'y avait pas d'argent qui circulait, c'était une volonté de l'International Board. Et il y avait un président à l'époque qui s'appelait Albert Ferras qui veillait sur ça, même s'il y avait quelques dessous de table. Mais je peux vous dire que c'était quelque chose de. C'était un mode de vie et un état d'esprit qui était préservé. Donc, on est en équipe de France. On vient dans un club, on vous trouve une formation, si vous voulez, à l'université, on vous trouve un travail, on vous accompagne dans la vie, mais il n'y avait pas de contrat. Et ça, c'était un mode de vie, c'était d'ailleurs assez extraordinaire, parce que ça nous a permis tous de faire des études, de rencontrer le monde de l'entreprise. Et moi, à cette époque-là, 95, après cette fameuse Coupe du Monde dont on reviendra, j'étais parti en Australie. Je parlais tout à l'heure avec quelqu'un qui vit en Australie, donc je suis parti faire l'intersaison, ce qu'on appelle. Donc j'ai appelé ma société avec laquelle je travaillais, qui s'appelle Unilever. J'ai trouvé un stage là-bas. J'ai contacté un club. J'ai acheté mon maillot. Ça se faisait, c'était une tradition. Et puis j'ai joué pendant 3 mois en Australie. Et puis le président de la fédération, enfin du club, m'appelle là-bas au bout de 2 mois. Il me dit: Abdelatif, il faut que tu rentres parce que le club a décidé, enfin le rugby mondial va passer professionnel. Je ne comprenais pas ce que ça veut dire parce que moi j'avais mon emploi. Il faut que tu rentres dans 1 semaine, sinon tu vas avoir ce qu'on appelle une licence rouge. Donc il faut absolument que tu viennes signer ton premier contrat, il faut qu'on en parle. Bon, beaucoup d'interrogations, j'appelle mes coéquipiers, et le club d'Agen nous a fait à l'époque une réunion en nous disant tout ce qui fait peur en fait. Voilà, vous êtes professionnel aujourd'hui, ça veut dire que vous ne pouvez pas cumuler 2 emplois, donc vous allez faire que du rugby. Et puis surtout, on va vous offrir des contrats. À l'époque, ça ne compensait même pas ce qu'on touchait dans l'entreprise. Donc ça veut dire pas beaucoup. Donc, soit vous acceptez, soit vous décidez d'être amateur, mais le club a décidé de franchir le pas parce que c'est une obligation contractuelle avec la fédération. Et donc, beaucoup d'incertitudes, beaucoup de questionnements, quoi, hein. Mais nous, alors, la seule chose qui nous intéressait, c'était la passion du rugby. Et je me rappelle une fois, c'était cette réunion des joueurs. 95% des joueurs, ils étaient d'accord de ce changement-là. Alors ça consistait à quoi? Ça consistait à passer de 3 entraînements par semaine à 10 entraînements par semaine. Ça consistait à arrêter bien sûr son travail, faire que du rugby. Et puis le président à l'époque, il a dit: écoutez, nous on n'a pas beaucoup de moyens, mais si vous acceptez ce changement-là, si on reste dans ce changement, si on réussit ce changement, parce que le club a 100 ans, l'année prochaine, il y aura des contrats beaucoup plus valorisants, les partenaires, etc., les droits de télévision, donc on va monter ensemble. Mais c'est un risque qu'on va prendre ensemble. Et 95% des joueurs ont accepté ce risque. C'est ça qui était fabuleux. Mais le risque, ce n'était pas une question finance ou quoi que ce soit. Le risque, ce qui nous intéressait, nous, ce qu'on voulait savoir, c'est qu'est-ce qu'on va donner en tant qu'homme avec ce changement de 3 entraînements à 10 entraînements par semaine. Plus le match. Donc, est-ce qu'on va être fatigué? Et en fin de compte, cette solidarité collective, ce management nouveau, cet apport, je dirais, en soutien en nouvelles technologies, les GPS, les préparateurs physiques, en diététique, je dirais, en structure médicale qui nous accompagnait, on s'est découvert que non seulement au bout de 3-4 mois, que le corps et l'esprit se changeaient, enfin, se transformaient, on allait plus vite, on était plus fort et plus endurant. Donc ça veut dire que cette peur qu'on était, en fait, on s'est réalisé qu'on était à 30% de notre capacité avant, en étant amateur et en étant en équipe de France. Donc que le corps et l'esprit étaient capables de pouvoir s'adapter à un changement. Et donc là, l'excitation commençait à régner. Donc du coup, on voulait savoir ce qui se passe encore. Donc on était dans une quête de dire, je vais me découvrir en tant qu'homme le prochain match, le prochain entraînement. Donc il y avait une espèce d'état d'esprit qu'on pouvait progresser en permanence. Et quoi qu'il arrive comme changement, cette peur, il faut que ça soit atténué par cette solidarité collective et parce qu'on a essayé, parce que ce changement-là nous a un peu stimulé, nous a donné cette satisfaction de dire qu'on pouvait être encore plus performant. Donc, au bout de 2 ans, le club est resté aux connexions des meilleurs et surtout, par rapport à la concurrence, c'est que les systèmes anglo-saxons, alors eux, ne se posent pas beaucoup de questions. Ils sont beaucoup mieux structurés, les anglo-saxons. À l'époque, même si le championnat anglais était à 12 clubs, alors que nous, on était à 24, etc. Il y avait la Coupe d'Europe déjà, et si jamais on ne collait pas à ce changement-là, on allait disparaître. Et donc, la locomotive anglo-saxonne nous tirait un peu vers le haut. Donc la concurrence, on ne voulait pas trop la laisser partir, jusqu'au moment où Toulouse, à l'époque, avait réussi, le premier club français qui a réussi ce changement-là, il est devenu le premier club champion d'Europe de l'histoire du rugby.
Donc voilà, il fallait aussi une concurrence qui vous stimule pour essayer de progresser. Et il y a eu des abandons dans le cadre de ce changement, où le collectif l'a emporté justement sur quelque part cette volonté de réussir. Oui, 95% acceptent le changement, 5% des gens qui voulaient peut-être jouer le rugby pour s'amuser, garder leur travail. Voilà, donc c'est un choix personnel, etc. Mais encore une fois, quand on est nombreux à être ambitieux, à accepter ce changement, la difficulté et la pression, elle est déjà atténuée sur 95% de personnes et c'est beaucoup plus facile que de l'accepter seul. Donc le sens du collectif, on dit beaucoup au rugby que seul on n'est rien, même si on est performant, même si qu'on va plus vite que l'adversaire, que son partenaire. Il faut absolument faire abstraction, faire avec le partenaire, avec sa différence, sa complémentarité, etc., pour essayer d'avancer ensemble. Et je peux vous dire qu'au bout de 3 mois, comme je disais, déjà le résultat était présent. Et donc là, l'excitation est arrivée et on est parti pour... Génial. Un point sur l'épopée 95, où l'équipe de France, dont tu es capitaine, arrive en demi-finale face à l'Afrique du Sud. Et là, je crois que c'est un apprentissage un peu douloureux au départ de la défaite. Si tu peux nous en parler. Et puis peut-être répondre à la question s'il y a essai ou pas essai finalement. L'arbitre fait partie de... Alors, si vous connaissez le contexte de l'époque, l'Afrique du Sud a été un pays qui était retiré des compétitions internationales pendant pratiquement toute son histoire jusqu'à 91, jusqu'à la libération en fait de Mandela. Parce qu'il y avait l'apartheid qui pesait, donc ça a privé cette nation de confronter les autres. Et l'équipe de France était une des équipes les premières qui a accepté d'aller affronter l'Afrique du Sud en Afrique du Sud. Donc ça a commencé en 93 avec un manager qui je rends honneur, qui s'appelle Pierre Berbizier. On avait gagné les Sud-Africains deux fois chez eux. Donc on connaissait un petit peu le contexte qui était très hostile en Afrique du Sud. Déjà une agressivité sur le terrain, mais surtout en dehors. C'est un pays qui était... 93, c'était choquant. Pour faire de simple, c'est encore les toilettes only white, only black, les plages pour les noirs, pour les blancs. Enfin, c'était quelque chose qui était encore affiché. Moi qui suis né en Afrique, je peux vous dire que ça a été quelque chose d'assez choquant. La Coupe du Monde arrive 95, on est très bien préparé. Je vous dis, quand je dis très bien préparé, parce qu'en 92, on a battu l'Australie en Australie, 93, l'Afrique du Sud en Afrique du Sud, 94, la Nouvelle-Zélande 2 fois en Nouvelle-Zélande. C'est des résultats qui seront désirés aujourd'hui par l'équipe de France, mais je peux vous dire que cette époque-là, on avait une équipe et un team qui était resté... L'équipe est restée presque la même pendant 3 années, avec à la tête Pierre Berbizier. Et on arrive beaucoup plus tôt que les adversaires en 95, ça veut dire 10 jours avant tous les autres, pour se préparer comme il faut de cette Coupe du Monde. Donc, c'était l'année pour la gagner. Donc on bat tout le monde, on bat les Irlandais en quart de finale, et on arrive à cette fameuse demi-finale où, je ne sais pas si vous vous rappelez, il pleuvait les cordes, et on reste 2h30 dans le vestiaire, et pour voir si ça s'arrête, on annule le match, etc. Et ces 2h30, je me rappelle, pour garder la concentration, on faisait le match virtuellement. Donc on disait, moi j'ai la balle, je te la donne, non, je percute, je plaque, etc. Donc on se parlait entre nous comme des... C'est quelque chose qui fait partie aussi des préparations, parce que 2h30, ça peut affaiblir un peu la personne. Et donc on décide de jouer ce match-là. On est archi-dominateur devant, puisqu'on a été sélectionné le meilleur paquet de cette Coupe du Monde, jusqu'à cette décision je dirais, arbitrale. Et à la dernière minute, où je marque un essai sur la ligne, où il n'y avait pas l'arbitrage vidéo, l'arbitre a décidé que l'essai ne serait pas accordé. Alors, pour répondre à ta question, qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là? On ressent qu'après 1 mois et demi de préparation en Afrique du Sud, pendant 4 années, vous savez, une Coupe du Monde, c'est comme les Jeux Olympiques. Vous pensez pendant 4 ans à cet événement-là. Quand vous y arrivez, donc vous sacrifiez beaucoup de choses. Et là, tout s'écroule. Sur le coup, vous rentrez au vestiaire, c'est fini. En plus, quand il s'agit d'une injustice. Donc, voilà. On apprend beaucoup de choses. On apprend beaucoup de choses quand on a 26, 27 ans. Ça fait partie des aléas de la vie sportive. Des fois, la victoire ou la défaite se décide avec autre chose que de sa propre personne. Et à ces aléas, l'arbitrage, le temps, l'injustice, etc., c'est quelque chose qu'il faut l'intégrer à sa préparation pour essayer d'avancer, tout simplement. Ce qui m'avait avancé à ce moment-là, c'était le 3e match, la 3e place qui se jouait contre les Anglais,
Donc il fallait dire, si j'ai une frustration, je vais la mettre de côté, on verra plus tard, mais il y a les Anglais dans 3 jours. Et les Anglais, si vous connaissez l'histoire avec eux, donc il a toujours été, on ne va pas parler de la guerre de 100 ans, mais ça a toujours été un peu difficile contre eux, surtout à cette période-là. Donc on se remobilise. On se remobilise parce que je me lève dans le vestiaire et je dis, j'ai pas marqué. Pour essayer de baisser un petit peu cette déception à tout le monde. Et on joue cette 3e place 3 jours après, on bat les Anglais. Et là, on arrive en finale en tant que spectateur. Alors, vous passez d'un moment d'acteur et spectateur derrière les poteaux. Donc ça veut dire que vous n'existez pas. Et vous voyez cette finale. Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande. Et puis surtout la présence de Mandela. Alors ça a fait changer ma vision un petit peu du sport tout simplement. J'ai appris ce jour-là que le sport, c'est autre chose de gagner ou de perdre. Il y a un moment où on a une responsabilité citoyenne. Et quand vous voyez Mandela rentrer avec le maillot de l'apartheid, ça veut dire le maillot des Springboks, qui était considéré encore à cette époque-là, le maillot des Blancs, qu'aucun Noir ne voulait mettre. Et qui dit que ce n'est pas la victoire de 15 Sud-Africains, mais la victoire de 42 millions de Sud-Africains. Et là, vous avez instantanément dans les tribunes des Blancs qui serrent les Noirs dans leurs bras. Alors, je ne dis pas qu'il a changé le pays, mais j'ai vu des images qui m'ont marqué. Et j'ai dit ça dans la presse, j'ai dit, moi, je n'ai pas marqué, tant mieux pour ces pays-là. Il fallait que le rugby et le sport, à ce moment-là, aient ce pouvoir de pouvoir changer les choses. Et Mandela a changé les choses. Et je me rappelle dans ce dîner de clôture, il nous avait reçus à part, il m'a reçu personnellement pour me dire merci d'avoir contribué à la victoire d'Afrique du Sud. Voilà, donc il y avait quelque chose un peu de... Mais c'était une fierté d'avoir fait cette Coupe du Monde. Mais tu disais tout à l'heure qu'il y avait cette progression de résultats quart de finale et demi-finale, mais ça m'a boosté pour dire qu'il y a une autre Coupe du Monde et qu'il faudra faire avec ces aléas qui sont en dehors de notre propre performance, qui sont le temps, l'arbitrage, etc., pour essayer de le ramener à sa propre performance. Donc voilà, croire encore plus, progresser encore plus, et assimiler des fois que même quand on fait le travail bien fait, on n'est pas payé, mais il faut avoir cette patience et cette persévérance pour dire que ça paiera un jour. Il faut juste continuer. Très bien. Et justement, quand on vit comme ça des périodes de creux successives où on ne voit pas forcément le bout du tunnel, comment vous êtes mobilisé? Enfin, j'imagine que tu as dû vivre des périodes comme celle-ci, peut-être avec Agen, ton club. Voilà, comment est-ce qu'on se remobilise si notamment on n'a pas les moyens de recruter un Neymar ou un Mbappé comme dans le foot? Non, la vie des sportifs et même des chefs d'entreprise ou d'un entrepreneur, il y a des cycles dans la vie. Et je pense que c'est parce qu'il y a des cycles qu'on peut être performant. Si jamais ça devient monotone, si jamais on est dans le confort, je dirais que ça peut tuer la performance. Vous arrivez à un moment de votre carrière où vous dites « j'ai pas de réponse à l'heure actuelle à ce qui m'arrive ». Vous êtes bien préparé, vous vous entraînez, vous vous levez très tôt, vous ne manquez aucun détail, vous êtes entouré par les meilleurs, etc. Et puis il n'y a pas de résultat. Donc là, je peux vous dire que si vous restez dans cette incertitude, je dirais, de doute, ça peut être fatal et puis l'adversaire en profite. Parce qu'on est attendu de week-end en week-end. Et puis quand on n'est pas bien dans un moment, on ne va pas vous tendre la perche, on essaie de vous enfoncer encore plus. Ça, c'est la vie. Là, la seule réaction à tout ça, c'est quoi? C'est cette patience de dire, voilà, le seul remède qu'on a, c'est continuer de travailler. Croire en ce qu'on fait. Avoir la certitude que dans le groupe, si vous êtes 40 professionnels dans l'équipe, il faut que les 40 soient d'accord sur la stratégie qu'on met en place. S'il y a un maillon faible, il vaut mieux qu'on le mette de côté. Si jamais quelqu'un n'est pas d'accord sur la stratégie, sur la façon de travailler la semaine, sur la patience qu'il faut avoir, sur la protection du groupe, ne pas s'éparpiller, ne pas parler à la presse, ne pas avoir une espèce de mode de fonctionnement où tout le monde doit y adhérer. Et là, on apprend beaucoup de choses parce que, en tant que manager ou capitaine, vous sortez certaines images pour essayer de mobiliser le groupe. C'est sûr qu'on est dans le dur, mais je ne peux pas croire que du jour au lendemain, on devient mauvais. Donc on peut ne passer que des images sur des performances qu'on a réalisées un mois auparavant, 2 mois auparavant, etc., pour essayer de remobiliser le groupe. Et ce qu'on apprend dans ces périodes-là, c'est qu'il y a des personnes qui se révèlent. Vous voyez les caractères des personnes. Ceux qui s'échappent, ceux qui se montrent, ceux qui se déterminent, ceux qui se révèlent. Et donc c'est une période, je dirais, bénéfique
parce que vous commencez à donner peut-être des responsabilités à certains dont vous estimiez qu'ils n'étaient que des suiveurs auparavant. Et certains soi-disant leaders, peut-être qu'ils n'étaient pas si leaders que ça. Donc, cette façon d'observer, cette façon de se resserrer, de mobiliser le groupe, de découvrir certaines personnes, le jour où vous sortez de ce tunnel-là, vous faites un bond assez impressionnant. Mais c'est sûr, il faut rester solidaire. Cette solidarité est primordiale, parce qu'il n'y a que ce groupe de 45 joueurs plus le management qui peut trouver des solutions. Personne ne nous aidera à l'extérieur. Et on vit aujourd'hui être sportif de haut niveau, c'est faire abstraction de la presse, des réseaux sociaux, de plein de personnes, de l'adversité bien sûr, etc., pour essayer La solution ne peut venir qu'à l'intérieur. Et on a un lieu sacré chez nous, ce qu'on appelle le vestiaire. C'est pour ça qu'il y a des rituels, des fois dans le monde du rugby, à travers les maillots, à travers certaines paroles, qui doivent rester dans le vestiaire, où il y a beaucoup de choses qui se révèlent. Et c'est pour ça que quand on arrête une carrière, etc., ce n'est pas le terrain qui nous manque, c'est ces moments de vestiaire, c'est 5 minutes avant les matchs, où il y a des choses qui sont dites, où la vérité des uns et des autres se fait découvrir. Et là, on ne peut pas mentir. Parce que quand on va sortir sur le terrain, il faut montrer de quoi on est capable. Et justement, on le vit aussi dans le monde de l'entreprise, au quotidien, il y a des égos, des individualités, aussi des plus jeunes qui arrivent à qui il faut faire de la place. Dans le rugby, comment ça se passe ? C'est exactement la même chose. Moi, je suis partisan d'avoir des personnes qui ont des caractères, ce qu'on appelle, si on a des égos, ça veut dire qu'on est capable d'assumer un petit peu son attitude. Et on lui rappelle, d'accord, tu as un comportement comme ça, bon, tu veux, on voit que tu as une vraie personnalité, mais qu'est-ce que ça peut apporter à l'équipe ? Qu'est-ce que ça peut apporter en termes de performance ? Donc, mettre la personne devant ses responsabilités. Mais il faut du caractère, parce que quand c'est dur, c'est ces caractères-là qui s'expriment. Il faut que des personnes qui soient un petit peu, je dirais, qui sortent un peu du lot. Parce que, entre guillemets, celui qui va se montrer un petit peu fier ou un peu, je ne dis pas orgueilleux, etc., c'est qu'à un moment donné, je prends la séance vidéo du match qu'il a fait, et s'il ne répond pas à son attitude, là, il peut être sanctionné. Là. Tu as dit ça, tu t'es engagé sur ça, je veux le résultat sur le terrain. Il en faut de ça dans une équipe. Il faut du caractère, il faut des égos. Ça, c'est quelque chose qu'il faut le mettre au service du collectif. C'est pas, je ne parle pas de l'égoïsme, etc. Je parle de la façon de la personne quand il sent quelque chose, qu'il la revendique. Alors des fois, ça peut être un peu prétentieux, mais d'accord, voilà. C'est une superbe idée, c'est une superbe stratégie, on va s'adapter à ça. Tu l'as dit, parce que l'entraîneur ou le capitaine, en fin de compte, son rôle, c'est quoi ? C'est, bien sûr, c'est unifier tout le monde, etc. Mais il n'est pas sur le terrain. Enfin, l'entraîneur, le manager n'est pas sur le terrain. Il faut absolument qu'il fasse confiance à un moment donné. Il ne peut pas amener toutes les solutions. Il peut amener 40% du discours, de la stratégie, mais les 60%, ça ne peut venir que de ceux qui sont en face de moi. Donc je peux avoir une proximité avec eux, je dois leur faire confiance. Je dois faire abstraction de certains comportements, je dirais, qui ne me ressemblent pas, etc. Mais la personne décide de faire quelque chose, on va voir. Allez, on essaye. Donc c'est quelque chose qu'il faut le gérer. Alors bien sûr, c'est le résultat qui prime. Si jamais on n'a pas le résultat adéquat, donc là on est dans on a tout faux, quoi. Hein. Mais je ne connais pas une équipe championne qui n'a pas des personnalités fortes, qui n'a pas des égos, qui n'a pas une concurrence à l'intérieur, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut animer. Voilà. Et puis surtout, à un moment donné, bousculer certaines personnes, parce que je parlais tout à l'heure de la zone de confort, rien n'est acquis. On peut avoir un statut d'international pour 2 ou 3 matchs si on passe à côté, etc. On peut vous pardonner 1 fois, 2 fois. Mais à un moment donné, il y a une concurrence à l'intérieur. Il y a un jeune joueur qui a les dents qui sont comme ça, qui a envie de jouer. Ben, c'est à ce moment-là où je lui donne sa chance. Et je le protège. Et je lui donne confiance, etc. Tout en veillant un petit peu sur l'état d'esprit des uns et des autres. Et côté performance, tu l'as évoqué tout à l'heure, c'est un point qui est également très important dans le milieu des entreprises, notamment d'essayer de la mesurer, de la faire progresser. Également, dans le milieu du rugby, comment est-ce qu'on mesure cette performance ? Tu as évoqué aussi des outils digitaux qui commencent, en tout cas qui sont arrivés. Voilà, c'est intéressant justement d'en savoir un petit peu plus sur cette partie-là. Bon, on est arrivé à un point où tout s'observe. D'abord, si jamais on dort sur ces lauriers, on est dépassé par la concurrence. Donc, je dirais en termes
de préparation, d'évolution un petit peu, etc., il faut toujours être à la pointe un petit peu de l'évolution. On dit beaucoup que on fait beaucoup attention aux détails parce qu'on est observé. Ce que l'équipe de France fait en termes de préparation, les Australiens font la même chose, les All Blacks ils nous dépassent, mais on essaie de comprendre pourquoi ils nous dépassent, etc. Donc c'est quelque chose ça ne dépend plus maintenant que de, je dirais, la performance de l'homme sur le terrain. Mais il faut lui apporter des choses. Au jour d'aujourd'hui, on veut savoir pourquoi en termes de possession de balle, on n'a que 40% ou 50%. Donc on a des outils, par exemple des logiciels ou des GPS qui sont portés, c'est des puces électroniques qui sont portées par les joueurs, qui sont derrière le maillot, etc., qui mesurent tout ça. Et ça, c'est quelque chose, c'est un indicateur assez exceptionnel. Parce que quand vous avez une saison de 11 mois, 12 mois, vous voulez savoir l'attitude et le comportement et l'évolution de vos joueurs. Donc ça, c'est des outils, on ne peut plus s'en passer aujourd'hui. Je ne dis pas qu'on est téléguidé par la technologie ou par le digital, etc., mais c'est quelque chose qui vous mesure votre performance individuelle, la capacité de faire progresser le pilier ou le deuxième ligne, ou le trois quarts, parce que le plus dur dans le rugby, c'est qu'on est tellement complémentaires, chacun a sa préparation presque individuelle parce qu'il a le poste qui est adéquat, mais tout ça au service d'un rendement collectif. Donc si vous n'avez pas ces moyens-là pour essayer de faire évoluer votre équipe, vous allez vous faire dépasser. Donc, curieux de ce qui se passe, des apports, des fois on a des personnes qui viennent. Un simple exemple, le dernier que j'ai utilisé à Montpellier, c'est qu'on avait une personne qui venait nous proposer quelque chose pour s'entraîner en fermant un œil. Faire un entraînement complètement avec un seul œil. Je peux vous dire qu'en termes de skills, en termes de techniques individuelles, le jour où on enlève ça, parce qu'on a subi un entraînement avec cet outil-là pendant une semaine, c'est une capacité à faire la passe, à recevoir la passe de n'importe quelle, je dirais, position assez exceptionnelle. Donc vous avez des choses qui sont assez curieux au départ, mais il faut les accepter. Il faut apporter ces outils-là parce que sinon on stagne et la concurrence nous dépasse. Donc tout ça, ça se mesure. Et puis bien sûr, on fait un bilan au bout de 3 mois, au bout de 4 mois, par rapport aux résultats qu'on a, etc., pour continuer dans cette progression. Très bien, on va parler un peu maintenant de leadership, juste pour bien comprendre quelle est la hiérarchie à la fois dans une équipe et puis également au niveau du management d'un club de rugby. C'est exactement comme une entreprise, vous savez. Je dis toujours, un club de rugby, c'est une entreprise de spectacle aujourd'hui. Même si on a un mode de vie qui est un petit peu différent, pour la simple raison, c'est que c'est quelque chose qui sort des tripes, je dirais, un moment de vérité toutes les semaines. Et donc on est obligé un petit peu d'avoir ce sens de solidarité parce que la personne qui va se distinguer du groupe, si jamais il n'est pas respectueux de certaines choses et tout ça, il est un peu, je dirais, abandonné parce que quand il va percuter un adversaire, s'il n'a pas le soutien à la fraction de seconde derrière, il peut être blessé. Donc du coup, on fait avec les personnalités des uns et des autres. Donc c'est quelque chose qui est extrait. Donc c'est comme une entreprise, vous avez une hiérarchie, vous avez un président qui est propriétaire ou des actionnaires. Vous avez en dessous tout ce qui est pôle professionnel, un manager général qui s'occupe des recrutements, qui veille un petit peu à l'évolution un petit peu de tous les secteurs de la partie professionnelle, ça veut dire le côté médical, le côté préparation physique, le côté kinésithérapeute, côté diététique, et bien sûr le côté sportif avec les entraîneurs qui sont de plus en plus nombreux parce qu'on prend des spécialistes maintenant dans chaque secteur. Dans un pôle d'entraîneurs, vous avez le head coach, vous avez le responsable des avants, le responsable des trois quarts, le responsable de la défense, le responsable des skills. Donc tout ça fait que pour faire un travail bien précis et puis s'occuper, quelqu'un aussi qui s'occupe des blessés, de retour des services. Donc tout ça, c'est une hiérarchie qui existe pour essayer d'être le plus performant possible. Et au sein de l'équipe même, vous avez ce qu'on appelle les relais, vous avez le capitaine, les vice-capitaines, qui sont 3 ou 4, parce que le capitaine, c'est aussi un joueur, il peut aussi être à un moment donné fatigué ou blessé, etc. Donc il faut qu'il y ait cette continuité derrière, il faut qu'il y ait des vice-capitaines qui peuvent prendre le relais pour qu'on ne puisse pas regresser. Et voilà. Et puis on part du principe aussi que même si
c'est affiché sur le papier en termes de leadership, qui c'est qui fait ça, etc. On part du principe que sur les 15 qui rentrent sur le terrain, il n'y en a pas un qui n'est pas leader dans l'âme. Et ça, c'est, je prends l'exemple des All Blacks, par exemple. Si vous voyez un petit peu ce qu'ils font en termes de haka, c'est pratiquement jamais la personne qui exécute le haka en tant que capitaine du haka. On donne la possibilité à chaque personne d'exécuter le haka de match en match, pour la simple raison, c'est qu'on veut nourrir le leadership sur la tête de chaque joueur. Il n'y a pas le capitaine ou le vice-capitaine chez les All Blacks. Il y a chaque joueur, c'est un leader. Il faut qu'il puisse prendre ses responsabilités sur le terrain, qu'il prenne des décisions, et les 14 autres vont être derrière. Voilà. Donc c'est cet état d'esprit qu'il faut avoir, même s'il faut un capitaine qui va être en relation avec l'arbitre, avec l'entraîneur, etc. Mais dans l'âme, il faut avoir des leaders dans tous les secteurs de jeu. Alors tu parles justement du haka, c'est cette danse néo-zélandaise, en tout cas, qui paraît comme telle quand on les voit. Le haka, c'est quoi? Et puis surtout, comment on le vit quand on est face à ces 15 rugbyman All Black et qui poussent les cris de guerre, quoi? C'est simple. La première fois que vous voyez ça, je vous assure que, je ne veux pas être vulgaire, mais regardez ce que vous avez dans le short, parce que ça effraie tellement. Vous mettez 20 minutes pour entrer dans le match. La première fois, et j'ai eu la chance personnellement de l'avoir vécu à 21 ans. J'ai joué 7 fois les All Blacks, mais le premier match, ça m'a donné, je dirais, des enseignements sur le reste de ma carrière. Parce qu'on arrive devant les All Blacks, on est international, on fait partie des 15 meilleurs de 400 000 licenciés, on se croit déjà arrivé. Mais vous prenez 40 points ce jour-là et vous sortez blessé, il y a de quoi, même si dans votre village ou dans votre ville vous êtes la star, inconsciemment vous êtes touché dans votre orgueil. Vous n'avez pas progressé. Vous êtes marqué par cette défaite. Et puis vous vous dites, pourquoi les All Blacks sont comme ça? C'est cette questionnement qui n'arrête pas de revenir. Pourquoi ils sont meilleurs? Je m'entraîne comme eux, j'essaie de comprendre leur rituel, je suis entouré par les meilleurs préparateurs physiques, meilleurs diététiciens pour ne pas prendre de poids, je fais attention, je sacrifie plein de choses de ma vie, mais ils sont 2 fois plus forts, ils vont 2 fois plus vite. Donc c'est des questionnements qui... Alors, le haka, c'est pas tout. Le haka, c'est un rituel traditionnel chez eux qui a une symbolique assez forte dans la mesure où quand on fait le haka, on ne fait pas pour défier ou pour insulter l'adversaire, parce qu'on leur dit le soir même pourquoi vous nous insultez, parce qu'ils nous crient dessus. En fin de compte, il dit tout simplement, on ne s'attend pas à ça. Ils disent, quand on fait le haka, on ne vous voit pas, on ne vous regarde même pas. On fait le haka pour essayer de trouver l'autre personne qui est en nous, je dirais des ressources supplémentaires pour qu'on se découvre autrement. Ça veut dire que quand je sors de ce match-là, il faut que je sois un nouvel homme. Alors, il est déjà avec 30 victoires d'affilée, il a gagné le monde entier, plus une Coupe du Monde, il veut se découvrir encore. Donc c'est quelque chose qui est dans l'exigence, jamais satisfait, et c'est quelque chose de traditionnel dans ce pays-là. Vous savez, ceux qui connaissent la Nouvelle-Zélande, c'est un pays qui est retiré dans le Pacifique, 3 millions d'habitants, l'économie, bon, par rapport aux pays européens, c'est loin derrière, mais l'emblème de All Black, c'est leur marque. Quand on est en Nouvelle-Zélande, on vous briefe du All Black, ce que ça veut dire. Parce qu'ils veulent exister à travers le monde par l'emblème All Black. Donc, tout est mobilisé pour l'école, l'université, tout. On a envie d'être All Black plus que d'être ministre ou autre. Donc, il y a une espèce de tradition qui est forte. Et le haka parle de ce patrimoine fort qui a fait que, de génération en génération, ce maillot se transmet. Et quand on le met, on a un poids énorme de responsabilité. Ça veut dire que fortifier ce patrimoine All Black, et je dois, le moment présent, écrire son histoire. Donc il y a une espèce de responsabilité qui est sur le dos des All Blacks qui ne peut pas se permettre de perdre ou autre. Donc, vous voyez, là, on ne parle pas de technique ou tactique, on parle d'une dimension mentale, et quand vous savez ça, ça y est, vous essayez de vous imprégner, et je ne dis pas que je copie un petit peu la façon de faire, mais je me transforme. Je suis bien préparé, mais je sais que la dimension mentale chez l'All Black peut dépasser, donc j'essaie de me mesurer et d'essayer d'être à peu près. Alors, c'est facile à dire, mais il faut absolument démystifier ce qui est en face de nous. Quand on a le All Black en face, moi j'ai eu la chance de les battre 4 fois, à chaque fois c'était une transformation parce que ça me boostait tellement de pouvoir plaquer un All Black, de pouvoir marquer un essai contre eux, de pouvoir les gagner. On n'est plus le même. Mais, encore une fois, c'est quelque chose qui vous rend meilleur parce que
Pour le démystifier, on essaie de trouver des outils, 15 hommes préparés comme nous. Je me rappelle à l'époque Berbizier, pour les avoir battus en 94 2 fois chez eux. On arrive en Nouvelle-Zélande, il achète 15 maillots noirs, il le met à nos partenaires à l'entraînement. Donc déjà, enlever cette appréhension du noir. Donc il y a plein de choses qui vous relativisent, qui démystifient ce mythe pour qu'on puisse être au moins 50-50. Et une fois qu'on n'est plus impressionné, qu'on a démystifié le All Black, on peut l'attaquer. Et ici, c'est des hommes comme tout le monde, ils peuvent de temps en temps être faillibles et on peut les battre. Voilà. Mais, je dirais, c'est un rituel qu'ils ont, le haka, qui se respecte. Après 2 ou 3 matchs, j'avais même l'impression, moi, de le faire, envie de le faire, tellement que ça me... Une fois que j'ai su un petit peu la symbolique de ça, ça me boostait à moi aussi. Donc c'est quelque chose qu'on respecte beaucoup, qui appartient au All Black. Et voilà. Donc ce fameux rituel, chaque équipe peut l'avoir. Alors dans le Pacifique, on a le haka. Je parlais tout à l'heure un peu de ce moment magique au vestiaire. Nous, on a ce qu'on appelle la notion du maillot. Quand vous arrivez en équipe de France, on vous donne le programme de la semaine et on garde quelque chose qui est important, c'est le maillot, on le donne 5 minutes avant les hymnes. Et on appelle en général un ancien qui doit prononcer un petit mot, un petit discours, c'est ce qui lui a procuré de sa vie de tous les jours, et on le remet aux joueurs. Donc c'est un rituel qui a son importance pour souder le groupe, pour essayer de passer de cette pression négative à une espèce de délivrance, je dirais, cette notion un petit peu d'explosivité sur le coup d'envoi. Donc c'est quelque chose dont on respecte beaucoup les codes et on y donne notre importance. Et justement, sur les All Blacks, tu avais évoqué notamment Jonah Lomu, quand on s'était rencontrés en 99, et vous les avez battus en fait. Et parce que vous avez réussi à le canaliser, enfin, il y a un aspect tactique en fait et stratégique. Oui, parce que, vous savez, je parlais de ce mythe un petit peu où c'est de démystifier l'adversaire. Quand on voit les All Blacks, on a l'impression qu'ils n'ont pas de faille. Non, l'adversaire aussi, ça s'étudie, il a ses points faibles. Et à cette époque-là, ils avaient un joueur qui est mythique, qui malheureusement est décédé d'une maladie, qui s'appelle Jonah Lomu, qui était inarrêtable. Inarrêtable. Quand il a le ballon lancé, c'est soit 50 mètres, soit un essai. Et malheureusement, je dirais, quand on est spectateur de ça ou à la télévision, on voit que ça. Donc du coup, on a l'impression qu'on ne peut rien faire contre lui. Non, il faut savoir l'affronter. Il a ses défauts. Et en fait, c'est les All Blacks qui nous ont donné la réponse. Parce qu'un joueur d'une telle puissance, d'une telle vitesse, pourquoi les All Blacks l'utilisent que tous les quarts d'heure? Il vient dans la ligne tous les quarts d'heure, 20 minutes. Pourquoi il ne vient pas tous les 5 minutes, tous les 3 minutes, tous les 5 minutes? Et donc, quand il fait une action, quand on fait notre revue à la vidéo, etc., après cette action, le jeu continue, il est en train de récupérer, il met beaucoup de temps pour récupérer parce que c'est quelqu'un de puissant, rapide, mais il avait à l'époque cette défaillance de santé qui lui permettait de récupérer beaucoup plus longtemps. Et on a eu ces résultats de préparation physique par le biais de certaines personnes en Nouvelle-Zélande, et on s'est aperçu qu'effectivement, cette personne était puissante et rapide, mais pas du tout endurant, parce que ce qu'on appelle l'acide lactique l'étouffe, et il faut du temps pour récupérer. Donc, du coup, ce qu'on a fait, on a mis un joueur en face très léger qui s'appelle Dominici, on tapait derrière lui pour le faire courir, tout simplement. C'est assez bête. Et voilà, donc il se fatiguait. C'est aussi simple que ça. Donc, un énorme joueur, avec un défaut comme ça nous a permis un petit peu de prendre confiance et de l'attaquer. Cette Coupe du Monde 99, même s'il marque 2 essais en première mi-temps, je peux vous dire qu'en deuxième mi-temps, on l'a rendu fou, parce qu'on tapait derrière lui, il était complètement à l'agonie. Et Dominici en a profité pour marquer un essai avec Bernard Sall, etc. Donc c'était... voilà, donc il ne faut pas s'arrêter devant la difficulté, même si ça donne l'impression qu'ils ont un leadership extraordinaire. Il y a une faille, il faut l'exploiter, il y a un défaut, il faut aller le chercher, et ça vous donne confiance. Dernière question avant de vous donner le micro. C'est celle du Capitana, 15 de France, qu'on te connaît aussi beaucoup à travers, quelque part, ce titre. Comment on devient capitaine du 15 de France? Et puis, voilà, comment c'est vécu également, parce que c'est une promotion. J'ai envie de dire que le capitaine se dégage par le biais du groupe. Je veux dire, moi, j'ai eu la chance d'être capitaine en 96. J'avais déjà un vécu de 6 années. Voilà, à un moment donné, quand vous avez des joueurs qui viennent vous consulter, quand vous avez l'entraîneur qui vous fait confiance, etc., à un moment donné, on vous dit que vous avez un âme de leader, modestement.
Donc, à un moment donné de crise, etc., enfin, on ne devient pas capitaine, on ne donne pas une responsabilité quand ça va très bien. On vous donne une responsabilité parce que ça va mal, il faut trouver la solution. C'est pas plus mal. Et donc voilà, donc, à un moment donné, le président de la fédération à l'époque, on a passé avec l'entraîneur, Medher Abdelatif, on part en Argentine, on a perdu le tournoi, etc. Je crois que tu présentes les garanties humaines et rugbystiques pour guider ces joueurs-là. Donc vas-y, on va t'accompagner, etc. Donc c'était une nomination, je dirais, par le biais du management et des joueurs. Ça se fait naturellement. Alors, ça peut aussi froisser 2 ou 3 personnes, parce que la première des choses que j'avais dit aux joueurs dans le vestiaire, j'ai dit, écoutez, tout le monde peut être capitaine ici. Moi, voilà, on m'a donné une responsabilité, mais si jamais je n'ai pas 14 autres capitaines avec moi, je ne suis rien, je ne peux rien vous apporter. Donc, c'est très important cette proximité avec les autres, cette confiance. Et je peux vous dire, quand vous êtes capitaine, vous êtes aussi joueur, parce que quand vous pensez beaucoup aux autres, vous oubliez votre propre performance. Et donc, ça peut être fatal. Et ce risque-là, de ne pas jouer à 100% de ses moyens parce que je vais sur les numéros 10, s'il marque 2 ou 3 buts, s'il manque 2 ou 3 buts, s'il y a un blessé, etc., la relation avec l'arbitre, tout ça. Donc, tout ce nouveau facteur qui vient vous perturber, etc. Mais cet intérêt de proximité avec les partenaires, une fois que vous avez leur confiance, quand vous vous retournez, ce n'est pas 30% que vous avez perdu, c'est 70% que vous récupérez. Donc, mais, dans un premier temps, il y a cette relation de confiance, de proximité, d'accompagnement qui est primordial pour pouvoir exercer son métier. Voilà, 2 ou 3 personnes pourraient être capitaines. Voilà, le choix a été fait, mais on est là pour avancer ensemble. Et je peux vous dire que ce sens du collectif aide beaucoup dans la fonction. Donc voilà, on a eu la chance de gagner le Grand Chelem 97, qui était le 5e de l'histoire. Et on le fête encore aujourd'hui, puisqu'on se retrouve tous les ans. Très bien. Je crois qu'il y a beaucoup la fête, hein, 3e mi-temps, notamment au rugby. Donc, ouais. On va pas tout dire ici, mais... Exactement. Une petite vidéo, Anne-Lise, et puis après on vous laisse la parole, parce que le rugby c'est aussi des images assez marquantes. Voilà les 4 valeurs qui sont primordiales avant de commencer une saison. Respect, esprit d'équipe, combativité et performance. Quand on commence une saison, on commence souvent, on dit beaucoup chez nous, on laisse le ballon de côté, mais pendant 1 mois et demi, il y a la préparation physique, mais il y a la préparation mentale des uns et des autres. Ces valeurs-là, ils sont non seulement
ancrées en nous, il faut qu'on soit sûr qu'on part avec ces 4 valeurs. Parce que c'est ça qui va nous guider toute la saison quand il y a un problème. S'il y a un souci, parce que l'adversaire est aussi féroce, s'il y a un moment de doute dans la saison, etc., on se resserre autour de ça et on trouve la solution assez rapidement. Donc voilà, donc beaucoup d'échanges entre nous, c'est un pacte, c'est une charte qui est presque, je dirais, signée pour qu'on puisse partir sur ces valeurs qui sont respect, l'arbitrage, le partenaire, les horaires, etc., le club, le patrimoine, tout ça, combativité, on a tout ce qu'il faut. On est toujours en train de revendiquer ce qu'on dans une entreprise, dans un club, je veux ça, je veux ça, je veux le meilleur contrat, je veux le préparateur physique, donc on a toujours des demandes, mais à un moment donné, quand on a tout ça, c'est pour être combatif à chaque instant, à chaque jour d'entraînement, à chaque match. Voilà. Et puis, seul, on n'est rien. L'esprit d'équipe, c'est primordial. Je dois accepter mon partenaire, même s'il est différent de moi. C'est parce qu'il est différent que je dois travailler avec lui, parce qu'il m'apporte quelque chose, je lui apporte quelque chose. Je ne peux pas avoir... C'est une complémentarité. Voilà. Et puis, performance, on est là pour gagner. Voilà. S'il y a tous ces ingrédients, c'est à un moment donné, to be consistent, on est jugé que sur la performance, les résultats, ce qu'on a gagné, etc. C'est comme ça qu'on reçoit le respect du monde du rugby, des adversaires, etc. Donc, mais en général, quand les moyens sont... L'état d'esprit est respecté, tous ces ingrédients-là, la performance viendra. Bravo, je pense qu'on peut applaudir Abdelatif. Est-ce qu'il y a des questions ? Bonjour, merci de ce passionnant témoignage. Je suis là. Je ne vous vois pas. Je suis là. Ouh. Ah. On parle beaucoup dans l'entreprise aujourd'hui des jeunes générations, des moins de 35 ans, des moins de 40 ans qui ont vécu des illusions sur les emplois de leurs aînés et qui aujourd'hui veulent voir fonctionner l'entreprise autrement. Est-ce que vous avez vécu ce type de problématique dans une équipe de rugby avec des jeunes, alors pas moins de 35 ans puisqu'on commence plus jeune et on arrête le sport plus tôt, mais qui doivent être gérés, entre guillemets, autrement? Oui, tous les jours. D'ailleurs, la stratégie d'un club, c'est quoi? C'est de pouvoir préparer le futur. Et on a ce qu'on appelle une cellule un petit peu de recrutement des espoirs qui est un petit peu éparpillée en France et dans le monde entier pour essayer de recruter ces joueurs très tôt dans le club. On ne les recrute pas pour être observateur, on les recrute parce qu'on attend d'eux très tôt une espèce de comportement et puis surtout une espèce de façon de basculer un petit peu, bousculer un petit peu ceux qui sont en place, les stimuler. Le rôle des anciens dans un club, c'est quoi? C'est de pouvoir veiller à l'état d'esprit, ils ont fait leurs preuves, etc. Mais ils savent pertinemment qu'il faut préparer un petit peu la continuité. Ils ne sont pas là pour étouffer la jeunesse, ils sont là pour leur donner les moyens pour qu'ils s'expriment le plus tôt possible. Alors, ce monde semi-professionnel, professionnel, et surtout ce mode de changement qui arrive aujourd'hui, ce monde un petit peu qui bouge beaucoup, le digital, etc. Vous avez un simple exemple. À l'époque, on passait 2h30 au repas en train de discuter. Aujourd'hui, la nouvelle génération, c'est un quart d'heure, et puis après, de suite, on va parler de ce qui se passe sur Internet ou l'application, etc. Donc tout ça, c'est nouveau. Et les anciens font en sorte de ne pas... De respecter ça, je dirais, de ne pas étouffer ces personnes-là parce que le club a investi beaucoup sur eux et parce qu'ils ont une dynamique un petit peu qui est une espèce d'insouciance qui est assez extraordinaire pour eux. Ils ne se posent pas beaucoup de questions. Vous avez quelqu'un qui est installé dans le club, il commence un peu à se gérer. Et le rôle du manager un petit peu, c'est de pouvoir le reposer de temps en temps pour qu'il soit frais et puis l'injecter un petit peu la concurrence très tôt pour qu'il puisse se dire, voilà, je n'ai pas ma zone de confort, il y a aussi une génération qui arrive, je dois être aussi performant et aussi l'accompagner dans certaines valeurs. Donc, cette jeunesse-là, c'est l'avenir du club. Quand on a un club de 100 ans, etc., il faut l'accompagner. Bien sûr, il y a une hiérarchie. Bien sûr, il y a un vestiaire avec des leaders, etc. Il y a toute une façon de respecter un petit peu ce mode de fonctionnement, etc. Mais la chance est donnée aux jeunes pour qu'ils puissent s'exprimer le plus tôt possible, pour qu'ils puissent amener cette dynamique dans le fonctionnement de l'équipe. Oui, bonjour. Moi, j'ai une question par rapport à la transition que vous avez vécue du monde amateur professionnel, parce que l'argent rend fou.
Vous avez vécu cette escalade des moyens et est-ce que vous pensez que cette professionnalisation extrême du rugby aujourd'hui met en danger certaines valeurs là, qu'on a très bien vues et puis que vous partagez avec le public ce matin dans votre speech, quoi, et sans rentrer dans tout ce qui est médiatisé actuellement dans le rugby français avec la Fédé et les différents clubs? Bien sûr que ça peut mettre en danger. L'argent, c'est un phénomène un petit peu qui peut transformer certains codes. Mais tout dépend un petit peu du management qu'il y a dans un club. Je parlais tout à l'heure le risque un peu qu'il y a dans un match de rugby. Si quelqu'un va chercher l'adversaire, qu'il n'a pas le soutien nécessaire à la seconde qui suit, il est blessé au bout de 3-4 matchs. Il est blessé. Donc du coup, il faut absolument... Cette solidarité existe. Donc la nature du rugby, c'est la solidarité. Il ne faut pas sortir de là. Donc il y a une respectabilité entre les joueurs, etc. Donc ce qui a changé beaucoup, c'est l'environnement extérieur. Aujourd'hui, on assiste beaucoup, et le rugby en a besoin, c'est ces moyens un peu pour que le club se développe. Donc on a des nouveaux propriétaires qui arrivent, qui sont des grands chefs d'entreprise, qui amènent une rigueur entrepreneuriale, de gestion, etc., de marketing et tout. Donc tout ça, c'est quelque chose qui est assez extraordinaire. Mais ils ont beaucoup la faculté de laisser un petit peu un management spécialisé dans le rugby, gérer leur équipe. Et si jamais le top management ne fait pas ce qu'il faut, je dirais, s'il ne montre pas l'exemple, vous avez les joueurs vont suivre ce dysfonctionnement. Donc veillez à ça, veillez qu'il y a ces valeurs dont on a insisté, parce que c'est ça qui est au-delà des entraînements, etc. C'est ça qui va nous sauver. Et donc voilà, donc si jamais on sort de là, alors c'est facile à dire, mais aujourd'hui la presse est là. Ce qui cherche la presse, c'est les scandales, c'est exagérer sur des choses. Quand vous faites une conférence de presse, ils s'en foutent de ce qui se passe sur le plan technique ou tactique. Ce qu'ils veulent, c'est pourquoi le joueur a signé dans un autre club plus tôt dans la saison. Enfin, des choses comme ça qui peuvent déstabiliser, je dirais, le fonctionnement des uns et des autres. Donc ça, c'est une question de management, c'est une question de comportement des uns et des autres, et à veiller sur ça, c'est ça qui est important pour qu'on puisse à chaque fois rappeler ces valeurs. Mais on n'est pas à l'abri de quelques débordements parce que l'argent arrive et parce que certains propriétaires aussi veulent faire aussi n'importe quoi. Une question supplémentaire? J'en ai une sur les Blacks. Bon, ils font une saison extraordinaire cette année. Ils mettent 50 points au Sudaf. Et encore, ils ont joué presque une main dans le dos. Comment on va les prendre, ces gens? Cette équipe-là? Faire une prière avant. Non, c'est sûr que sur le papier aujourd'hui, c'est une équipe exceptionnelle. Et puis, si vous remarquez un peu, il y a un turnover assez important. Ils ont une espèce de main-d'œuvre, ils ont un effectif assez impressionnant. Chaque match, je découvre un nouveau joueur qui est aussi bon que celui qui était auparavant. Ça, c'est quelque chose qui est assez extraordinaire, qui est travaillé beaucoup plus tôt. Parce que la Nouvelle-Zélande, ils s'imprègnent beaucoup un petit peu d'un recrutement qui est beaucoup basé sur les îles à côté. Les Samoa, Tonga, etc. Donc, et puis des académies. Vous ne pouvez pas savoir combien d'académies pour sortir les futurs joueurs. Ils anticipent beaucoup plus tôt. Vous avez un Carter qui s'arrête, il y a un Barrett qui est déjà prêt. Et ça, c'est quelque chose qui est... Donc un nombre effectif, un effectif assez impressionnant. Jamais de zone de confort pour les joueurs, jamais de titulaire attitré, à part le capitaine qui est nommé quand il est en forme, il jouera. Le reste, il y a un turnover. Et puis surtout aussi un mode de gestion de calendrier qui est beaucoup plus différent que nous. Vous savez, on empathie beaucoup en France, c'est qu'on a deux employeurs, il y a la fédération et les clubs. Donc ce qui fait que le joueur, il est tiraillé entre les objectifs internationaux et les objectifs des clubs. Donc ce qui fait que vous faites des fois 40 matchs dans la saison. Aujourd'hui, le match de rugby, c'est comme un combat de boxe. Il vous faut des fois 3 semaines pour récupérer. Et enchaîner les matchs tout le week-end, vous ne pouvez pas être performant. C'est pour ça qu'il y a une charte maintenant qui a été signée par 45 joueurs d'équipe de France pour les préserver, pour se préparer, récupérer d'abord, se préparer comme il faut pour être compétitif. Ce que les Irlandais, les All Blacks ont fait il y a très longtemps, parce qu'ils jouent tout simplement des matchs importants. La fédération, le seul employeur leur dit, voilà, vous faites 12 matchs avec la province, les 10 matchs avec l'équipe nationale, et basta. Voilà. Donc les joueurs sont beaucoup plus préservés, beaucoup plus frais, etc. Donc cette évolution, je dirais, professionnelle en Europe, en France notamment, nuit actuellement à la santé des joueurs. Parce que les présidents de clubs qui sont propriétaires veulent le plus tôt possible gagner des titres.
il y a des fois malheureusement pas de solidarité avec la fédération, il n'y a pas de communication, donc chacun a ses objectifs. Donc ça, c'est quelque chose qui nous pénalise, c'est la raison pour laquelle on n'a pas beaucoup de résultats en équipe de France, parce que les joueurs sont très fatigués, parce qu'ils jouent beaucoup de matchs. Et ça, c'est quelque chose que les All Blacks ont anticipé. On a notre emblème All Black, on va former les joueurs pour qu'ils puissent faire 20 matchs dans l'année le plus tôt possible, et surtout une soixantaine de joueurs qui sont du même niveau pour qu'on puisse avoir un turnover. Question Jean-Luc. On n'a plus les bons indices surtout, non? Nouvelle-Zélande. C'est bon? Les indiques. Oui. Ils transmettent les renseignements sur l'état physique. Ah si, il y a toujours. La cellule, Ça, c'est... toujours. Non, quelques... On va pas bonjour. faire d'espionnage, mais en général, ça se sait facilement. Bonjour, une question sur la transition, mais après le rugby. Comment ça s'est passé pour vous? On parle de transition pendant la période de rugby, mais après, quand vous avez arrêté, comment vous avez géré ça? Et c'est difficile? C'est difficile. Ce qui est difficile un petit peu, c'est ce rituel un petit peu de vestiaire et tout ça, d'émotion, d'adrénaline. Mais bon, ça s'anticipe. Moi, je pars du principe, on avait un président à l'époque, Ferraz, j'ai cité tout à l'heure, il disait il faut toujours faire en sorte que le rugby s'arrête demain. Donc, on vit notre passion, mais ça peut s'arrêter. C'est une partie de notre vie qui est importante, certes, parce que c'est vrai que ça nous fait découvrir, ça nous fait évoluer, etc. Mais on sait pertinemment que ça ne va pas durer toute la vie. Et quand on a la chance d'avoir fini à 35 ans, en ayant choisi sa sortie, etc., c'est encore que du bonheur. Alors, beaucoup de reconversions, je dirais, c'est pas sur le plan matériel, c'est sur le plan de cette transition un petit peu émotionnelle. Comment je peux trouver une fonction derrière qui peut un peu compenser ce manque d'adrénaline? C'est pour ça que beaucoup se mettent dans le management d'entreprise, beaucoup se mettent en tant qu'entraîneur et autres. Mais c'est pas facile, pour la simple raison, c'est que des fois, certains joueurs ne trouvent pas de compensation. Et donc ça, ils en souffrent. Mais sinon, comme c'est un sport, on a les pieds sur terre, on sait très bien, bon, il n'y a pas les moyens de foot, il faut quand même travailler. Personnellement, moi, j'avais commencé déjà un master à l'ESSEC. Quand j'étais joueur, je l'ai fini après. J'ai créé cette société de conseil, Benazi Concept, où je viens en accompagnement des entreprises, plus une partie hospitalité au Stade de France. Et puis après, l'argent qu'on gagne un petit peu, il faut faire attention à l'investir là où il faut, donc un peu d'immobilier et tout ça. Mais cette volonté un petit peu de faire durer cette espèce d'expérience au service des entreprises, c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup de satisfaction personnelle, mais aussi qu'on peut trouver certaines solutions pour le monde de l'entreprise. Alors on peut nous-mêmes témoigner d'un vécu, d'une expérience à Marcoussis avec Abdelatif Menazi. On va passer une journée avec toi et c'était incroyablement fort en émotion. On est tous ressortis d'ailleurs avec 2-3 jours de courbatures au passage. On n'a pas eu le temps de débriefer, mais voilà, c'est aussi du vécu, une journée incroyable. Et c'est vrai que je peux inviter tous les dirigeants d'entreprise qui se posent la question à un moment donné liée à l'intégration des équipes ou de fédérer les équipes et aller quelque part se calquer sur les valeurs du rugby, à contacter Abdelatif parce que c'est vraiment une journée incroyable. Et on en ressort vraiment grandi. Encore merci à toi pour cette présentation. Tu as parlé aussi du maillot. Alors, comme tu l'as vu, on est aussi équipé. Et puis, on souhaitait également te remettre ce maillot pour te remercier. Donc, c'est le même que celui que l'ensemble de l'équipe porte. Et je rappelle, il est à la vente pour l'association Nour au tarif de 70 €. Voilà, donc là c'est la version double XL, c'est la taille maximum, je ne vais pas trouver plus grand. Voilà, et donc on a la version L ici, on a un modèle aussi féminin très élégant avec un joli col en V, un manche 3/4. Voilà, mesdames, il y a les bulletins à la sortie et messieurs également, n'hésitez pas, les fêtes de Noël, on peut anticiper également. Donc voilà, en tout cas, encore merci à vous, merci Abdelatif, je pense qu'on peut encore t'applaudir. Parfait. Et je vous souhaite également une bonne matinée. N'hésitez pas, Abdelatif est disponible encore avec nous. Et puis le Club d'Elvis aussi des échanges. Donc n'hésitez pas à aller voir les personnes que vous ne connaissez pas. Merci beaucoup.